Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h42 sur France Culture, où il est question de la pandémie avec en une du Parisien, mais tous vos journaux font leur une sur le coronavirus, variant contre vaccin, la course de vitesse et le Parisien d'évoquer, je cite, le terrifiant mutant anglais qui représenterait jusqu'à 9% des cas dans certaines régions. Alors pour essayer de remettre tout cela en perspective, je vous ai invité Philippe Sansonetti. Bonjour, vous êtes professeur émérite au Collège de France et à l'Institut Pasteur et on vous doit de nombreux ouvrages extrêmement intéressants, non seulement sur la pandémie en cours, vous avez notamment publié Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée, et puis aussi Tu aimeras tes microbes comme toi-même aux éditions du Collège de France. Et puis un autre livre qui lui est plus ancien que j'ai lu ce week-end, consacré au vaccin chez Odile Jacob, qui a été publié en 2017. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous nous donniez votre point de vue sur une expression que j'ai trouvée dans l'un de vos livres, le génie propre du virus, on la doit à Charles Nicolle. Aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire sur le génie propre de ce SARS-CoV-2 ? D'abord, bonjour Guillaume Erner, merci de m'inviter. Oui, c'est une très jolie expression, en fait, presque poétique, qu'avait utilisé Charles Nicolle. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a pu mettre du contenu moléculaire, je dirais, scientifique, véritablement derrière cette expression. L'impression de Charles Nicolle probablement était basée sur l'observation de la grippe espagnole et de ses poussées, de ces vagues au fond, qui étaient totalement inexplicables à l'époque. Donc le génie évolutif, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est au fond en temps réel l'observation de ce qu'est l'évolution en termes généraux. C'est-à-dire qu'un être vivant, entre autres un virus, même s'il est dépendant de nous-mêmes pour se multiplier, évolue. Il évolue, on sait pourquoi, bien entendu, parce que ce qu'on appelle la RNA polymérase, c'est-à-dire l'enzyme qui lui permet de dupliquer son génome et de devenir un deuxième virus et ainsi de suite, est infidèle, c'est-à-dire qu'elle fait des erreurs, et ces erreurs génèrent batterie sans limite de mutations. Certaines sont neutres, n'ont qu'un effet, et d'autres ont éventuellement un effet sur l'évolution, sur la façon dont ce virus va se comporter. Et on voit à l'heure actuelle, clairement, encore une fois en temps réel, deux types d'éléments en rapport avec cette évolution. Un qui est probablement une amélioration de l'adaptation de ce virus à l'espèce humaine, puisque il est d'origine d'autres espèces, en particulier de la chauve-souris. Et cette adaptation, elle se manifeste là par une plus grande transmissibilité, une plus grande infectiosité. Manifestement, il s'adapte, puisque son objectif, c'est de se multiplier à son nouvel hôte. Est-ce que ça veut dire que c'est plus grave au sens, disons, du taux de mortalité ou de létalité, comme on le dit généralement? Pas nécessairement, parce que tuer son hôte, c'est pas une bonne idée. C'est créer une impasse et une absence de possibilité ultérieure de multiplication. Donc cette transmissibilité accélérée est une caractéristique de cette évolution. L'autre caractéristique, c'est de s'adapter à ce nouvel hôte, entre autres, sur la base de la réponse immunitaire. Et on voit bien qu'au fur et à mesure que augmente, non pas tellement pour l'instant la pression sélective, c'est du darwinisme dans l'absolu, par les vaccins, au moins par les personnes qui ont été infectées, qui ont monté une réponse immunitaire, et les convalescents. Donc, c'est dans cette population-là, probablement, que se sélectionnent ces mutations qui font que le virus, au fond, progressivement, résiste à la réponse immunitaire. Donc, au fond, il faut raisonner sur, je dis souvent, sur une masse virale globale. Si vous prenez l'ensemble des virus actuellement intentés, disponibles sur la Terre, on voit bien que cette pendule de formation de mutations, de variations de génotypes, et donc pour certains d'entre eux de phénotypes, alimente, en présence de l'espèce humaine, l'émergence de ces nouveaux variants. La grippe mute chaque année. La grippe mute chaque année sur deux protéines qui sont majeures à la surface du virus, qui sont l'hémagglutinine et la neuraminidase. Et bien que ne modifiant pas vraiment le sérotype des virus, ils s'en éloignent suffisamment pour que la réponse immunitaire de l'année précédente, soit à la maladie, soit au vaccin, ne soit
moins efficace, voire plus efficace du tout. Donc ça, c'est un phénomène de variation génotypique tout à fait caractéristique qui porte sur des mutations. Mais il y a d'autres types de modifications génétiques, dans la grippe en particulier qu'on connaît bien, qui existent aussi chez les coronavirus, qui est les recombinaisons. C'est-à-dire qu'un virus d'un sérotype donné peut récupérer des segments viraux d'un autre sérotype et changer brutalement, là, totalement de sérotype, ce qui cause des pandémies, parce que là, on n'a plus aucune immunité de base, de mémoire immunitaire dans la population, et on est dans une situation pandémique, dans cette espèce de situation de rupture à ce moment-là. Mais alors, justement, quand on prend une grippe, mais une grippe particulière et de triste mémoire, la grippe espagnole, Ouais. alors celle-ci a débuté, disons, en 2018 à l'échelle véritablement pandémique aux États-Unis, et elle s'est achevée en, disons, 1920, 1921. Enfin, 19, ouais. il y avait encore apparemment des restes de cette pandémie. On peut imaginer que le virus a muté sur cet intervalle de temps, Philippe Sansonetti? Oui, très probablement. On a du mal à s'expliquer en règle générale ces deux vagues, en particulier celle de la fin de 1918 et de ce retour, cette deuxième vague, pour prendre les terminologies actuelles, de avril-mai 1919, qui avait d'ailleurs été encore plus mortelle que celle de 1918. Donc on voit là quelque chose qui ressemble un petit peu au profil de vagues successives et d'augmentation de la transmissibilité. Alors, est-ce que ça a été plus grave au sens, comme on le disait, individuel, ou est-ce que ça a été plus grave parce que le virus était devenu encore plus transmissible? Au fond, on a un petit peu l'impression que la grippe espagnole a touché l'ensemble de la planète, mais au sens où l'ensemble de la population de la planète a été touchée, avec effectivement une mortalité qui était quand même très supérieure intrinsèquement à celle du coronavirus. C'est un petit peu ce qui, pour l'instant, fait que la situation est plus contrôlable avec le corona. Mais on a ce modèle, et je pense qu'il faut s'y référer. On comprend mieux à la lumière de... Alors des équipes ont pu séquencer le génome du virus de la grippe espagnole à partir de corps qui avaient été restés congelés dans le permafrost, parce que même les populations du Grand Nord canadien et américain avaient été touchées par la pandémie. Et effectivement, on a une vue très claire, mais on n'a pas suffisamment d'échantillons retrouvés dans ce type de conditions, qui sont quand même relativement rares pour pouvoir vraiment avoir un génotypage précis de l'évolution du virus pendant la pandémie. Mais est-ce que ça signifie, parce que donc, cette grippe, il y avait extrêmement peu de médicaments, voire pas de médicaments du tout pour la combattre. On injectait de l'huile camphrée, enfin des remèdes qui évidemment n'avaient aucune efficacité, Philippe Sansonetti, contre cette maladie. Et elle a fini par s'éteindre. Alors, est-ce qu'elle s'est éteinte avec l'immunité collective, dans lequel cas les mutations du virus n'auraient pas nui à cette immunité collective, ou bien est-ce qu'on retrouve votre fameux génie propre du virus? Ben oui, c'est difficile de dire. Alors, ce qui était impressionnant quand on voit certains textes sur la grippe espagnole, c'est cette espèce de bond dans l'inconnu pour les médecins. Certains disant que... Finalement, on ne savait pas à quoi elle était due, on ne savait pas d'où elle venait, on ne savait pas où on allait, ce qui était des questions qu'on se pose encore un petit peu aujourd'hui, même si on est un petit peu plus avancé sur le plan scientifique. Mais effectivement, on peut se poser la question de savoir s'il y a eu un phénomène d'immunité collective. Il n'est pas impossible que ce soit vraiment ça qui se soit passé, parce que je pense encore une fois qu'une partie très importante de la planète a été touchée de la population de la planète a été touchée par cette maladie, et parce qu'elle était justement incontrôlable, et on a pu construire une immunité collective avec un virus qui, au fond, est plus stable quand même, le virus de la grippe, si l'on peut dire, que ce que peut générer le coronavirus en permanence de variations. Donc on a pu toucher probablement un niveau... Il y a quand même eu entre 50 et 100 millions de morts. Donc si on prend le taux de létalité de la grippe espagnole était aux alentours de 2%, on voit qu'on arrive, en faisant la règle de 3, à la population mondiale. Donc il y a eu quelque chose qui ressemble à ça, oui, certainement, dans cette pandémie de 1918-19. Ouais. L'autre pandémie qui a fait des millions de morts beaucoup plus proches de nous, Philippe Sansonetti, c'est bien entendu l'épidémie de sida. Et là, on a
a affaire à un virus, le VIH, qui mute en permanence. Oui, alors ce sont des virus, alors c'est encore plus que le coronavirus, bien entendu, ce qui fait que, au fond, on parle d'espèces virales habituellement avec disons, une notion d'une certaine stabilité génétique, génomique. Pour ce type de virus, dont, encore une fois, l'ARN polymérase fait beaucoup d'erreurs lors de son phénomène de replication, on parle de quasi-espèces. C'est-à-dire qu'au fond, sur, encore une fois, la masse globale de virus, aucun ne ressemble véritablement à l'autre par ce phénomène de variation permanente. Et il mute chez le patient. Et il mute chez le patient en se multipliant, puisque le taux de mutation est ce qu'il est, mais ne peut s'exprimer au fond que s'il y a un épisode de replication, de multiplication du virus. C'est pour ça probablement que ces phénomènes ou ces attitudes de confinement ont une véritable logique qui est bien sûr de protéger contre l'infection individuelle, la transmission, mais surtout de réduire la masse virale globale et de diminuer les risques de survenue de ces mutations d'échappement ou d'adaptation plus importantes à l'espèce. Donc voilà, on peut quand même rétrospectivement et sur des bases strictement scientifiques mieux comprendre ce génie évolutif de la pandémie. Mais alors j'aurais quand même aimé que vous nous donniez un regard optimiste parce que l'épidémie de sida a tué des millions de personnes, mais on a trouvé un traitement, on a les trithérapies aujourd'hui, et donc ce traitement, il permet de s'attaquer à un virus qui mute, donc il est possible de combattre un virus qui mute, même si dans le même temps, on n'a pas encore trouvé de vaccin contre le sida, Philippe Sansonetti. Absolument. En fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces virus, et c'est ça qu'il va falloir trouver, que ce soit probablement pour le vaccin ou pour les médicaments, ont des talons d'Achille. Les talons d'Achille, c'est le fait que, par exemple, pour le médicament, pour reprendre la partie médicament, pour qu'une enzyme puisse fonctionner, pour la bonne marche de la biologie du virus, elle doit conserver des sites parce que leur structure fait que la fonction biologique de l'enzyme existe et se maintient. Et donc, c'est sur ces sites conservés que les drogues doivent pouvoir trouver une cible de manière à ce qu'on évite ce phénomène de variabilité. Dans la mesure, encore une fois, on est dans un phénomène évolutionniste, c'est-à-dire que si un virus subit une mutation dans une de ces zones clés essentielle de la fonction d'une enzyme, une polymérase ou une protéase, il va disparaître parce qu'il va être ce qu'on appelle, il aura un problème de fitness, d'adaptabilité, et au lieu d'être plus encore transmissible, il sera moins transmissible et va se retrouver dans une impasse. Donc c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver des cibles stables. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec les trithérapies. Donc c'est un traitement antiviral, on n'a pas encore de traitement antiviral contre le SARS-CoV-2, mais c'est une des possibilités. On en parle très peu, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de vaccins, mais peut-être que l'une des pistes d'espoir, ce sont donc ces antiviraux, Philippe Sansonetti. C'est vrai que non, je pense qu'il faut rester sur la piste du vaccin, bien entendu. On va voir un petit peu ce que donnent les variants, disons, immunologiques dans les semaines qui viennent. Et il y a aussi la ressource, en particulier avec les vaccins ARN, de pouvoir modifier assez rapidement et adapter et faire éventuellement des vaccins multivalents. Mais on sent bien qu'il y a un petit peu une course de vitesse, une course aux armements finalement. C'est le vaccin contre le virus contre le vaccin et ainsi de suite. Donc je pense que effectivement les médicaments, les drogues se sont trouvés un petit peu dans l'ombre très rapidement de cet espoir majeur de la vaccination. Je pense qu'il reste un espoir majeur de la vaccination, mais si on veut assurer la suite, on l'a dit tous depuis le début, il faut avoir ce trio des mesures barrières, des médicaments et du vaccin. Alors, médicaments, on a considérablement amélioré les réanimateurs sur des bases purement scientifiques, le pronostic et le mode de traitement optimisé. Mais ce qu'il nous faut, c'est des antiviraux.
Et effectivement, des antiviraux, en l'absence de vaccin, nous ont permis de prendre en charge deux maladies qui sont virales, qui sont le sida et l'hépatite C. Il ne faut pas oublier non plus l'hépatite C dans cette affaire. Et le seul problème, c'est que d'abord, ces molécules, il faut les trouver. Et puis le deuxième problème, c'est que malgré tout, il peut y avoir une certaine variabilité dans les virus et un échappement à ces médicaments. Donc il en faut plusieurs. Probablement, une bonne chimiothérapie anti-coronavirus devra reposer sur 2 ou 3 molécules. Donc trouver une molécule, c'est déjà difficile. En trouver 3, c'est encore plus compliqué. Il y a une accélération du temps scientifique, très clairement. Des laboratoires sont à fond sur ces domaines. Je pense que ça, c'est une note d'optimisme et que la combinaison de l'outil vaccin réadapté, remis à jour, plus le médicament nous permettra de sortir de cette maladie. Mais c'est vrai qu'on commence à tous trouver le temps un petit peu long. On peut effectivement trouver le temps long, même si l'exemple du sida, parce que là on voit en fait combien de temps il a fallu pour trouver ces trithérapies et pour les adapter, puisque aujourd'hui elles sont beaucoup mieux supportées par les patients que dans le passé. Et donc là, il a fallu, hélas, compter en années, Philippe Sansonetti, pour la mise au point de ce cocktail médicamenteux. Ah oui, quand on prend le temps de la découverte du VIH, qui est de 1983, excusez-moi, et la sortie des cocktails de trithérapie, on est 95, 96, 97, on a une petite quinzaine d'années entre les deux, mettons 10 ans pour être plus optimiste. Je pense que quand on voit la progrès dans la vitesse de mise en point d'un vaccin, on peut imaginer qu'on aura aussi des progrès de cette nature dans la mise au point de thérapeutiques. Mais c'est vrai que tout ça prend malgré tout du temps. Et est-ce que vous avez eu vent justement de pistes prometteuses en termes d'antiviraux pour le SARS-CoV-2 ? Il y a effectivement, on connaît suffisamment bien la biologie du virus, au même titre qu'on connaissait bien très rapidement la biologie du virus VIH, pour savoir sur quelle cible. Encore une fois, l'ARN polymérase, par exemple, arrêter la replication du virus. On peut l'arrêter sous d'autres formes aussi. Vous savez qu'une partie ce qu'on appelle des transcrits, c'est-à-dire des fragments du génome du virus, sont traduits en protéines sous forme d'une longue protéine qu'il faut que le virus puisse découper, ce qu'on appelle une protéase. Ça aussi, c'est une cible. C'est d'ailleurs ces éléments-là qui ont servi de cible pour développer des molécules contre le VIH. Au fond, le grand espoir initialement, c'était qu'on pourrait très vite repositionner les molécules anti-VIH. C'est ce qui a été fait ou tenté en tout cas avec le coronavirus, parce que les principes de base sont les mêmes. Malheureusement, les spécificités de structure des enzymes qui font ces fonctions communes sont tellement différentes qu'on a vu qu'il n'y avait pas véritablement de repositionnement possible. On en reparle dans une vingtaine de minutes. Philippe Sansonetti, vous êtes professeur émérite au Collège de France et à l'Institut Pasteur et vous avez notamment publié « Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée » aux éditions du Seuil. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous sommes en compagnie de Philippe Sansonetti, professeur émérite au Collège de France et à l'Institut Pasteur. On vous doit notamment un ouvrage intitulé « Vaccin » aux éditions Odile Jacob. Et si je le cite, c'est pour vous faire aussi réagir à ce que vient de dire Frédéric Sey sur le passeport vaccinal. En tant que scientifique, qu'en pensez-vous ? Il y a beaucoup de sémantique dans tout ça. Moi, je pense qu'il est normal qu'on ait un certificat de vaccination et qu'on ait un carnet de vaccination à jour, quelles que soient les vaccinations, y compris maintenant la vaccination anti-Covid. Le problème, il est ce qu'on va en faire. Et effectivement, le passage de certificat de vaccination à passeport de vaccination, c'est pas neutre dans la signification. Moi, je serais assez prudent pour l'instant sur cette problématique de l'utilisation, dans la mesure où il y a effectivement beaucoup d'inégalités du fait que la campagne de vaccination commence tout juste, des incertitudes sur la rapidité avec laquelle elle va pouvoir procéder. On voit bien les problèmes de tension sur la fourniture de vaccins et autre chose. Et puis sur le fait qu'on n'est pas tout seul sur la planète et que beaucoup de pays, au fond, vont soit exiger le vaccin, soit ne pas en tenir compte. Il y a encore beaucoup de cacophonie, je trouve, autour de ça.
pour, mettre en place des obligations et deux, utiliser le mot de passeport. Moi, je laisserais sédimenter un petit peu les choses. Je ne vois pas très bien la nécessité. On a failli se cliver sur le problème de l'obligation. On passe au problème du passeport. Je pense que dans des périodes difficiles comme ça, où les choses évoluent très vite, il faut se calmer un petit peu. Il faut éviter un peu les sujets controversés. Maintenant, à terme, quand une frange importante de la population sera vaccinée, certes, on pourra commencer à se poser le problème de qu'est-ce que être vacciné permet de faire et ne permet pas de faire. Mais il faut y réfléchir maintenant, il faut anticiper, mais peut-être pas tomber dans cette nécessité de régler les choses. On voit bien que toutes ces décisions prises trop vite, elles sont très très vite dépassées ou au contraire aggravent un petit peu les tensions. Mais alors, on a un pays qui donne déjà un certain nombre d'indices à ce sujet, c'est Israël, puisque 38% des Israéliens ont aujourd'hui été vaccinés. Qu'est-ce que l'on peut dire? Parce que la première chose, bon, évidemment, la vaccination, elle est là pour empêcher les formes graves du coronavirus. Et donc là, on comprend bien entendu son intérêt. Dans le cas, cette fois-ci, de l'infection, est-ce qu'une personne vaccinée est aujourd'hui peut être porteuse du coronavirus, Philippe Sansonetti? Je suis content que vous parliez de l'exemple d'Israël, parce qu'Israël a vraiment fait un travail formidable de vaccination. Mais non seulement Israël fait un travail formidable de vaccination, mais aussi de suivi. Des résultats vaccinaux, y compris du suivi du portage viral, par exemple. Donc là, c'est trop tôt pour répondre à la question. Moi, j'interroge mes collègues israéliens régulièrement pour qu'est-ce que vous pouvez nous dire. Il n'y a pas encore de résultats véritablement officiels, mais on commence à avoir des données plus claires sur l'efficacité de la première dose, par exemple. On va savoir assez rapidement, j'espère, si effectivement ces vaccins MARN non seulement protègent contre la maladie efficacement, mais aussi protègent contre le portage, donc contre la circulation virale. Est-ce qu'il existe déjà des mutants génotypiques et est-ce qu'on voit dans des clusters des échappements à cette vaccination? Je crois que des pays comme Israël, comme le Royaume-Uni, qui ont un très fort système de suivi, on l'a vu, les Anglais ont dépisté le premier variant génotypique finalement grâce à... Ils séquencent beaucoup. Ils séquencent énormément. C'est cette nouvelle angle de l'épidémiologie qui devient moléculaire, qui est très très importante à développer. Donc je crois qu'Israël va devenir une source d'information absolument extraordinaire. Mais aujourd'hui, donc, vous dites que l'on n'en sait pas assez pour conclure. On voit qu'il y a un infléchissement des courbes en Israël, alors lié au confinement et lié peut-être aussi en partie à la vaccination. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce stade, Philippe Sansonetti? Oui, je pense... Écoutez, si c'était pas la peine de vacciner, si on n'attendait pas un résultat de la vaccination, on va pas remettre en cause les principes de base de la prévention vaccinale. Donc on arrive probablement... par l'accumulation, effectivement, le pourcentage qui s'accroît de la personne vaccinée, plus les gens qui sont convalescents, qui ont été infectés, qui ont développé une réponse immunitaire, plus possiblement un ciblage sur des populations qui sont plus transmetteuses que d'autres. Donc je pense que quand on accumule tout ça, on devrait commencer à voir assez rapidement s'il y a un infléchissement des courbes. Alors il est clair que comme c'est contemporain d'un confinement, il y a aussi l'effet confinement. Là encore, il va falloir décanter un petit peu les choses, mais je pense qu'on aura des résultats assez rapidement et j'espère encourageants. Oui. Et alors dans ce contexte-là, puisque c'est la question qui est posée en une de tous les journaux avec le scénario du 3e confinement en France, qu'est-ce que vous préconiseriez? Quelle est, selon vous, la solution qui paraît sage, Philippe Sansonetti? Je pense qu'il y a... Au fond, on voit depuis le début qu'il y a deux attitudes. Une première attitude qui consisterait à laisser filer l'épidémie. C'est un peu ce qui s'est passé au Royaume-Uni, d'ailleurs, y compris par l'arrivée de ce variant qui est plus transmissible. C'est un petit peu un saut dans l'inconnu, dans la mesure où si on laisse une épidémie se développer, on voit bien à quel point le système de santé et la société peuvent rapidement en souffrir. Donc, pourra-t-on trouver des moyens de vivre avec ça, dans cet équilibre-là, me paraît pour l'instant difficile, mais sur le long terme, il va falloir quand même se poser quelques questions.
Inversement, on peut intervenir, effectivement. Mais au fond, le confinement, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est l'après-confinement. C'est qu'est-ce qu'on fait après le confinement. Je pense qu'il n'y a pas de discussion sur l'efficacité du confinement, sur le fait que ça réduise, bien entendu, par définition, la circulation du virus. Autre dimension maintenant, que ça réduise au fond les risques de survenue de nouveaux variants, puisque moins de virus, moins de variants par définition. Mais aussi, je veux dire, il faut gérer la suite. Et pour moi, la suite, on l'avait déjà dit, je l'avais déjà écrit au mois de mai, au déconfinement du mois de mai. Il faut qu'il y ait une transition et une suite extrêmement efficace. Je pense qu'on est encore en dessous du niveau nécessaire en matière de mesures, de diagnostic, de traçage, d'isolement. On n'a jamais véritablement... on n'est jamais véritablement rentré dans une politique claire sur les nécessités de l'isolement. Et puis, il faudrait qu'en pendant ou en sortie de confinement, avec les difficultés logistiques que ça suppose, on puisse massivement vacciner de manière à combiner cet effet de réduction de la masse virale circulante et d'augmentation de l'immunité des personnes. Donc, il y a tout un travail d'anticipation et de mise en place de moyens, y compris de moyens logistiques, financiers et humains, qui, à mon avis, n'est pas encore tout à fait à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour avoir un bénéfice maximum d'un confinement, que ce ne soit pas uniquement une action défensive, il faut que ce soit le début d'une offensive en réalité. Philippe Sansonetti, il y a un scénario qui est redouté, ce serait celui qui pourrait survenir après une campagne de vaccination lente. Est-ce que cela pourrait inciter le virus? Est-ce que cela pourrait faire en sorte que la pression de sélection sur le virus soit faible et que celui-ci mute et finalement que l'on se retrouve avec un autre virus qui ne serait peut-être pas forcément arrêté par le vaccin qu'on est en train d'administrer? Oui, c'est très difficile parce qu'on a un petit peu tendance à associer, à assimiler rapidement vaccination et antibiotiques, par exemple. On dit une des causes majeures de la survenue de bactéries résistantes aux antibiotiques, c'est le fait qu'on utilise mal les antibiotiques, trop mal et souvent pas en concentration suffisante. C'est pas aussi simple et aussi clair que ça en matière de vaccination parce qu'on a plusieurs partenaires. On a le microbe, on a l'hôte, on a le système immunitaire. C'est un petit peu plus difficile à détailler. Mais il est clair, en tout cas, que plus on laissera une masse virale circulante importante en action, plus on aura de risques de survenue de mutants, on l'a dit au début, et sous pression sélective croissante par le nombre de maladies qui augmente et la population vaccinée qui augmente elle aussi, on l'espère plus rapidement, cette pression sélective va trier dans ces variants viraux ceux qui sont en fait des variants résistants au vaccin. Donc plus on ira vite actuellement, mieux ça vaudra, ça c'est clair. Mais alors, il y a une limitation qui est une limitation matérielle, le nombre de doses de vaccins qui sont disponibles. S'il y a aussi, et là c'est l'autre interrogation, on a parlé des variants tout à l'heure, Philippe Sansonetti, le fait que ces variants se multiplient, que certains soient inaccessibles au vaccin, je veux dire au vaccin actuel, est-ce que ça veut dire finalement qu'il va falloir prévoir une autre campagne de vaccination après que celle-ci se soit achevée ? On peut imaginer ce genre de scénario, la science peut le faire. Il existe déjà à un autre niveau dans les vaccins bactériens, par exemple la vaccination pour le pneumocoque. On a vu le premier vaccin pneumocoque, il y avait 7 sérotypes, 7 valences. Et puis on a vu très rapidement que par des phénomènes de recombinaison justement dans les voies aériennes où ces microbes vivent ensemble, on avait besoin d'augmenter. On est passé à 13 sérotypes et puis maintenant on est à 23 sérotypes. Donc la science et l'industrie du vaccin savent s'adapter à ce type de situation. Et on peut imaginer une transition, une intégration progressive de vaccins de nouvelle génération au fur et à mesure que ces variants surviennent. On sait maintenant les faire. Je pense que tout le temps de validation,
d'acceptation par les organismes internationaux de régulation, nationaux et internationaux de régulation serait plus court. Donc, je pense que c'est tout ça qui est en train de se mettre en place en interface entre la recherche et l'industrie du vaccin maintenant, de manière à préparer cette deuxième phase possible, bien entendu, et à laquelle il faut certainement se préparer. Oui. Mais alors, ce serait donc un vaccin polyvalent ? Par définition, oui, ce serait un vaccin qui intégrerait au fur et à mesure des variants majeurs, hein, parce que tous ne vont pas éventuellement avoir la transmissibilité qu'on peut voir à l'heure actuelle pour certains d'entre eux. Encore une fois, le point faible, c'est que si le virus reste en circulation en quantité importante, il aura toujours une petite longueur d'avance qui fera sortir éventuellement un variant. Et c'est là qu'une fois de plus, l'épidémiologie, la surveillance, l'isolement serait important. Donc c'est un tout, je veux dire, c'est une politique globale. C'est pas le vaccin, l'épidémiologie, les mesures de distanciation ou le médicament. Ça va être tout ensemble, c'est cette nouvelle forme. Alors, quelque part, c'est vrai que le vaccin est arrivé au fond très tôt, hein, et je dirais que malheureusement, la capacité de fournir ce vaccin fait que la délivrance n'est pas aussi rapide et efficace qu'on pourrait l'espérer, vu ce qu'on avait investi, je dirais, psychologiquement dans ce vaccin. C'est toute la difficulté de cette pandémie, c'est cette lutte de vitesse permanente qui est un petit peu fatigante à la longue. Ça, c'est clair, psychologiquement, je trouve que c'est très dur. Et on ne parle pas des populations, on entend en parler, bien entendu, soumises à ce stress et à cette incertitude. Ce sera la caractéristique. Moi, autant j'ai toujours pensé qu'on aurait j'ai écrit, et puis d'autres, hein, je ne suis pas le seul, une pandémie et avec une vision un peu assez précise de ce que ça représentait sur le plan sanitaire. Autant je n'avais vraiment pas anticipé ce désastre économique et social. Je veux dire à quel point notre société était devenue sensible à ce type de situation, contrairement éventuellement à des antécédents historiques où l'impact avait été moins sévère. Mais alors, juste pour en terminer là-dessus, comment cela se fait-il que la plupart des épidémies aient été éradiquées avec des vaccins sans qu'il y ait modification du virus ? Je ne sais pas, la variole, la rougeole, enfin bref, ces différentes maladies appartiennent au passé avec un vaccin que l'on administre une fois pour toutes. Il y a des rappels, mais dans l'ensemble, on ne parle pas d'une nouvelle rougeole chaque année. Non, il y a des paramètres, si vous voulez, d'éradicabilité, je ne sais pas si c'est un terme, un néologisme ou non, d'une pathologie virale, en particulier pandémique. Pour la variole, il y avait clairement le fait que tous les cas cliniques étaient visibles, identifiables. Il n'y avait pas de portage asymptomatique du virus de la variole. Le virus est très stable, c'est un virus à ADN très stable, avec assez peu de dérives génotypiques. Il n'y avait pas de réservoir animal. Donc, pas de possibilité de réintroduction par la bande à partir du moment où on avait contrôlé la maladie. Donc, la variole a pu s'éteindre grâce à un certain nombre de paramètres qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas partagés par le coronavirus. Donc, on est dans une situation beaucoup plus difficile en matière d'éradication et il faut peut-être pas mettre nos objectifs trop haut et trop loin et peut-être savoir à terme se contenter de la protection contre les formes graves. Car, au fond, je veux dire, il faut rester sur le fait que 80% de la population qui est touchée par cette maladie fait un rhume, un coryza, pas grand-chose. Et c'est une petite fraction qui est concernée. Donc cette petite fraction, c'est peut-être là-dessus qu'il faut plus effectivement se concentrer. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle en traitant d'abord et avant tout, en vaccinant les personnes âgées. Mais un confinement sélectif, par exemple ? Je ne sais pas, le confinement sélectif, c'est vraiment très difficile. Moi, je pense que pour les personnes extrêmement sensibles, ont compris depuis un an maintenant quel est le risque et quelle attitude elle pourrait avoir, et beaucoup le font. Moi, je vous assure que j'ai une vision assez théorique de certaines choses, mais je suis aussi très, très sensible à l'aspect sociologique et au désordre et désastre sociologique que cette pandémie. Je ne sais pas vous répondre là-dessus, pour être très honnête.
Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'il y a une dimension sociale qui, là, est... Qui va peser de plus en plus lourd alors que l'épidémie se poursuit. Donc c'est ça qui me... Mais parce que préoccupe d'un sur côté, le long on a terme. l'impression que vous dessinez une sorte d'avenir à la Sisyphe où il va falloir faire des campagnes de vaccination. Alors ça encore, bon, ça peut être humainement envisageable puisqu'on vaccine chaque année contre la grippe, mais où on conserverait les masques pendant de longs mois, voire de longues années, les gestes barrières, bref... l'arrivée dans un nouveau monde. Je pense qu'on va rentrer dans un nouveau monde, en tout cas pour une période difficile à définir, mais sans doute un petit peu plus longue qu'on voudrait bien qu'elle le fût. Bon, je veux dire, les mesures d'hygiène, on voit bien aussi l'intérêt des mesures d'hygiène. Regardez, cette année, la grippe n'a pas encore commencé. On peut penser très largement grâce aux mesures de distanciation sociale. Donc, on voit bien l'intérêt aussi global de la mise en place de ces mesures d'hygiène, surtout en période épidémique. C'est vrai, nous n'avons pas de grippe, mais nous n'avons pas non plus de concerts, de cinéma, de restaurants. C'est exactement ce que je vous disais en parlant du risque sociologique. Combien de temps on va dire avec ça? Mais enfin, on peut aller au concert avec un masque et je veux dire, encore une fois, c'est un défi extraordinairement complexe que nous lance ce virus et il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que les réponses vont se faire progressivement par notre adaptation, nous aussi, à cette situation. Mais il faut Notre adaptation sociologique ou notre adaptation physiologique? Notre adaptation physiologique, malheureusement, en dehors des interventions extérieures comme le vaccin ou comme un traitement, elle sera très très longue. Sauf si on a une immunité collective qui se façonne au fur et à mesure. Tout à fait, mais comme on voit qu'il y a le problème des variants, cette immunité collective, il faudrait quasiment la reconstruire à chaque fois. Donc je pense qu'il va falloir quand même, le monde d'après sera différent. Je ne le vois pas encore tout à fait se dessiner, mais il est clair qu'on ne pourra pas non plus rester dans cette incertitude et dans ce risque économique et social qu'on voit actuellement. Et encore, je pense qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Professeur Sansonetti, est-ce que le choix de la plupart des pays occidentaux, contrairement par exemple à la Chine, de vivre avec le virus est un mauvais choix? Parce que je parlais de concert tout à l'heure, en une du New York Times aujourd'hui, il y a un groupe punk qui joue et il joue à Wuhan et on voit un concert normal tel que ce que l'on pouvait voir ici en France dans le monde d'avant. Il y a eu un prix sociologique politique, je ne vais pas faire le détail, on connaît les spécificités du régime chinois, mais enfin il y a à nouveau un concert à Wuhan. Est-ce que finalement l'idée de dire on ne peut pas vivre, on ne peut pas cohabiter avec ce virus n'est pas un choix qui sur le plan médical et médical uniquement est finalement plus pertinent? Ce qu'on voit en Chine, j'en avais déjà parlé, c'est effectivement un contrôle de la pandémie, mais par des moyens qui sont, je dirais, ahurissants par rapport à ce qu'on a pu mettre en place dans nos régions. Voilà, il faut savoir, le choix, il n'est pas, je dirais presque un choix philosophique, c'est même pas le problème de la liberté, parce que je pense qu'avec des moyens complémentaires et avec un engagement humain, y compris citoyen, contre cette pandémie, on pourrait sans doute faire beaucoup mieux dans notre modèle démocratique. La Chine nous montre un exemple, effectivement, je dirais extrême, de protection contre une pandémie, avec une mobilisation humaine absolument invraisemblable à tous les niveaux. En même temps, une fragilité terrible, parce que très peu de la population a été contaminée. Donc, je veux dire, les variants peuvent se disséminer très très rapidement, très très facilement. Donc, c'est une espèce de protection relativement fragile, mais qui effectivement impressionne et que, bien sûr, le régime chinois présente comme le succès par rapport au monde occidental considéré comme incapable de gérer cette crise. Donc il y a beaucoup de politique quand même derrière tout ça, mais il y a une réalité, et c'est celle-là que j'essaye de décanter, qui est que faudrait-il véritablement pour contrôler une pandémie en termes de mesures, de restriction de la diffusion du virus. Et là, on voit bien qu'on n'y est pas. Et alors, à quoi pensez-vous ? Non, je pense que... Quelles sont les mesures qui... C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est
addition de mesures complémentaires, Parce voire qu'on a j'espère déjà fait synergiques. beaucoup de choses. Les gens ont aujourd'hui des masques. Le Ouais. fait de se laver les mains est considéré comme étant aujourd'hui La bien routine. entré dans les mœurs. On ne se fait plus la bise, etc., etc. Donc on voit quand même qu'un certain nombre de gestes barrières ont été pleinement Ouais. intégrés dans notre quotidien. Qu'est-ce que l'on pourrait faire de Non, plus, je pense professeur? que c'est plus dans la partie d'identification, de détection, en particulier des variants. Il faut absolument qu'on ait des plateformes de séquençage partiel ou global des virus beaucoup plus importantes et beaucoup plus efficaces que là, pour l'instant, on est un petit peu à flux tendu là-dessus. Et je pense qu'il faut qu'on revoie tous collectivement notre position par rapport à ces variants en particulier et à la nécessité de les contenir. Si on veut faire à peu près ce que réussissent à faire les Chinois avec une politique extrêmement restrictive et autoritaire, il faut que nous, on le fasse sur notre mode, disons, démocratique, qui est plus de la compréhension par les citoyens et de l'adhésion sur des bases rationnelles, de la compréhension de ce qu'est véritablement la transmission de ce virus et les moyens de l'arrêter. Mais une fois qu'on a dit ça, on retombe un peu dans le sujet de la sociologie, c'est-à-dire est-ce que nous sommes prêts dans nos esprits à ça? Est-ce que nous accompagnerions un effort complémentaire qui est nécessaire dans le suivi et dans l'isolement? Ce serait difficile. Je pense qu'on n'a pas été peut-être suffisamment créatif dans tout ça. Et encore une fois, on est pris par le temps et les mesures qui sont prises prennent du temps à être mises en place. Mais je pense que là, troisième confinement, si c'est le cas, il est temps véritablement de construire un post-confinement, disons, efficace. Mais un post-confinement efficace, parce qu'on a toujours eu l'impression d'avoir un temps de retard sur ce virus. On pensait voir le bout du tunnel avec la vaccination, et puis avec les variants, on s'aperçoit à minima que le tunnel va être très long. Est-ce que ça n'est pas inévitable dans ce type de catastrophe, précisément parce que c'est une catastrophe, d'avoir un temps de retard, professeur? Ah oui, par la force des choses, on a eu à chaque fois un temps de retard, et il est très facile de dire qu'il faut anticiper et ensuite comment suivre effectivement, mais mettre en place les résultats de cette réflexion et de cette anticipation. Enfin, je pense qu'il est quand même indispensable d'optimiser tous ces paramètres qui collectivement permettront de contrôler cette pandémie. En même temps, je pense qu'il faut effectivement se mettre dans l'idée que ce virus est très particulier et qu'on risque à apprendre à vivre assez longtemps avec lui. Si ça reste dans un équilibre raisonnable, pourquoi pas? Je pense qu'on s'y adaptera. Je ne suis pas très inquiet là-dessus, mais encore faut-il que... Vous n'êtes pas très inquiet, mais vous nous dites quand même qu'il va falloir être un peu patient. Ça, je pense que c'est la vertu minimale qu'il va falloir cultiver dans les mois qui viennent. Ça dépend en fait si cette vertu est une vertu raisonnable ou si la patience que vous pensez nécessaire va demander vraiment beaucoup de patience. Je pense qu'il faudra beaucoup de patience. Je pense que l'espèce humaine a vu sans doute des drames pires que celui-là, et il va falloir effectivement intégrer ces paramètres. On va y arriver. On voit déjà quand même les progrès qui ont été faits par nous-mêmes en général sur le respect des mesures de barrière. Mais on a vu aussi le temps qu'il a fallu pour que ça rentre véritablement dans les esprits. Ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Je veux dire qu'il a fallu des mois pour... c'est lent, hein, c'est difficile. Bon, on peut profiter en tout cas de ce temps pour lire vos différents ouvrages, professeur Sansonetti. Vaccin aux éditions Odile Jacob, Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée aux éditions du Seuil, et Tu aimeras tes microbes comme toi-même aux éditions du Collège de France. Je vous propose, Philippe Sansonetti, d'entendre nos deux camarades qui vont s'élancer, Hervé Gardette et Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour à tous les deux.